Martiniquais Léopold Bissol, le Guyanais Gaston Monerville, les Réunionnais Raymond Vergès et Léon Lepervenche et le Guadeloupéen Paul Valentino, ils vont se battre pour répondre à l'aspiration de leurs électeurs, l'égalité sociale et institutionnelle avec la métropole. En ce qui concerne le statut politique, il n'y a pas une différence, un iota de différence entre un Guyanais et un Parisien. En 1946, la misère gangrène ces populations, la situation sanitaire est dégradée. Il faudra attendre 50 ans pour que le salaire minimum soit égal à celui de l'Hexagone et les disparités sociales demeurent 60 ans après avec des taux de chômage records. Aujourd'hui, la Guyane et la Martinique ont souhaité par référendum sortir du cadre de l'assimilation institutionnelle. Les Guadeloupéens réfléchissent. Les Réunionnais ont quant à eux choisi de rester dans le droit commun. Quel regard portez-vous sur cette envie de France, cette départementalisation qu'encourageait à l'époque Aimé Césaire? Je partage aussi son analyse, c'est-à-dire très tôt il va dire on va buter sur la question et ce qu'il appelle de l'identité. Et c'est-à-dire que quand même, qu'est-ce que ça veut dire aussi d'être martiniquais, d'être guadeloupéen, guyanais, réunionnais, mahorais aujourd'hui, donc d'être à la fois en étant français. Et en même temps français. Donc ancré dans des régions qui sont des régions culturelles, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, l'océan Indien, qui sont donc des régions très différentes de la région européenne de l'Europe, et en même temps liées à cela. Et Césaire dit très tôt, vers 48 déjà, qu'on va buter là-dessus, et on bute là-dessus aujourd'hui. Les grandes manifestations de 2009 l'ont encore montré, ce qu'on rappelait aussi les taux de chômage, les taux, quand on voit qu'il y a 40% de jeunes en Martinique qui n'ont pas de certificat, de diplôme. Ouais. Il y a de vrais problèmes. Donc il semble, si vous voulez, que la départementalisation qui est, quand il disait 1848 liberté, 1946 égalité, et que on touche peut-être à la limite de ce modèle et qu'il faut maintenant justement se poser les questions de qu'est-ce que ça signifie, ces territoires, quel développement économique, quel développement culturel et social va être possible. Comment réduire ce décalage justement entre l'Hexagone et ces territoires qui font partie de la France, mais qui sont dans des situations sociales et économiques différentes? Mon Dieu, c'est une vaste question, qui est une question essentiellement politique, je pense. Alors bien sûr, avec tous les problèmes économiques qu'on a pu rappeler, mais ce qui est effectivement fort dommage quand on voit le passage de l'histoire, c'est que ce magnifique élan vers l'égalité, cette passion pour l'égalité que reflétait la départementalisation, s'est un peu échoué dans les remous de l'histoire et que des promesses n'ont pas été tenues. Il n'est jamais trop tard, bien sûr, pour tenir des promesses, mais ça nécessite aussi, sans doute, de tourner autrement son regard, de considérer les choses autrement. Une évolution qui va sans doute devoir se faire. Autrement, pour vous, c'est comment? C'est-à-dire qu'il y a un regard condescendant qui a perduré pendant des années? Non, je n'irai pas jusque-là. Est-ce que c'est l'éloignement géographique qui a été d'ailleurs présenté comme un argument? Je pense que ça tient d'abord, comme l'a rappelé Françoise, ça tient tout d'abord au mode de formation de ces sociétés. Ce sont des sociétés qui sont dans un mode de formation colonial. En ce qui concerne les sociétés françaises d'Amérique, sociétés coloniales, ce sont des modes de formation qui vont déterminer en grande partie le devenir économique de ces sociétés, dont nous voyons toujours jusqu'à maintenant le reliquat historique. Cette période est révolue depuis maintenant. Cette période est révolue, mais vous savez, 50 ans, c'est rien au regard de l'histoire longue des sociétés du monde. Il faut du temps, mais il faut plus que du temps. Il faut aussi sans doute des volontés politiques et puis, comme je le disais, une sorte de sursaut aussi peut-être, de sursaut encore des consciences, mais de tous les côtés. Parce que le monde, de toute façon, nous pousse. Donc il faudra bien qu'on y arrive à un moment ou à un autre, avant que les choses ne soient trop difficiles. Alors trop difficile, vous êtes très politiquement correct, vous parlez un peu en ellipse. Trop difficile, autrement. Alors trop difficile, c'est quoi? C'est qu'on a bien vu en 2009 ce qui se passait. On voit à Mayotte, j'étais à Mayotte au mois de mai. Oui. Pour les commémorations de l'esclavage, la situation est difficile. On voit quel est le hiatus, effectivement, entre la France de l'Hexagone et cette France-là. On voit quels sont les problèmes. On sait, alors on ne sait pas effectivement exactement comment les résoudre. Et quand je dis avant que les choses soient trop difficiles, c'est-à-dire avant qu'il y ait une explosion sociale, par exemple. On a été très proche en 2009, on en est proche à Mayotte aussi, sans être dans le pire. Il faut veiller évidemment.
Françoise Vergès. Ce sont des sociétés qui chacune sont singulières. Elles connaissent des mutations très profondes. Il y en a qui vieillissent, Martinique et Guadeloupe. Il y en a qui restent très jeunes, la Guyane et Mayotte, des explosions démographiques. Elles sont situées dans des régions, je le disais, qui connaissent elles-mêmes aussi des mutations. La Guyane, rappelons-le, est entre le Brésil, grand géant qui monte, et le Suriname. Les Antilles sont dans l'arc Caraïbe. La Réunion et Mayotte dans l'océan Indien. La Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. Donc elles sont à la fois, il y a des mutations locales, des mutations régionales dont on doit tenir compte, et puis ce qu'on appelle la crise aujourd'hui. Donc comment, ce sont, je pense, des vrais défis et des vraies questions qu'il ne faut pas mettre de côté, qu'il va falloir confronter avec sagesse, mais avec détermination. Et je pense que ce sont des sociétés qui qui connaissent déjà des grandes difficultés. Elles ne connaissent pas la crise aujourd'hui. C'est Daniel Maragnès disait, c'est le paradoxe de la crise qui dure. C'est une crise qui dure depuis toujours dans ces sociétés. Donc c'est pas une. Mais comment va-t-on y répondre? Il y a des propositions. Je pense que cette question est la question qui va se poser dans les années qui viennent. Il y a une recherche durant cette année des Outre-mer d'exemplarité. Il y a une envie de découverte des personnalités qui ont marqué ces territoires et départements d'Outre-mer. Évidemment, nous verrons dans un instant la panthéonisation, retour en tout cas sur la panthéonisation d'Aimé Césaire, mais d'autres personnalités existent. Est-ce que cette recherche d'exemplarité, à travers par exemple Gaston Monnerville, est nécessaire? Faire connaître ces personnages et leur rôle dans l'histoire de France est nécessaire? Elle est tout à fait nécessaire. Tout le monde, je veux dire, ça fait partie de l'histoire. Ce sont des personnes. Gaston Monnerville, c'est quand même le premier président du Sénat noir. C'est donc un personnage important. Il est très important pour les jeunes Français de savoir cela. Et c'est aussi important de savoir ce que c'est la pensée qui est venue. Bon, Aimé Césaire, c'est pas seulement un poète, c'est quelqu'un, c'est aussi l'auteur de discours sur le colonialisme. Ensuite, nous avons aussi Frantz Fanon, grande figure dont on célèbre en décembre les 50 ans de la mort, et qui a écrit Peau noire, masque blanc, Les damnés de la terre, qui ont donc tous ces ouvrages qui ressortent d'ailleurs là aujourd'hui. Relire Fanon, ça signifie quoi? Qu'est-ce que cela nous apprend? Il y a Édouard Glissant, il y a aussi d'autres poètes, il y a tous les grands écrivains, mais ça on peut en parler à la fois des Caraïbes, de la Guyane, de Nouvelle-Calédonie et de l'océan Indien. Il y a vraiment, je pense, oui, à faire connaître ces personnages, à faire connaître leurs textes. Qui connaît très bien les textes d'Aimé Césaire, de Fanon, de Glissant? Je parle de ces trois. Est-ce que l'année des Outre-mer a contribué à cela? Est-ce qu'elle a permis de faire découvrir ces textes, ou pour vous Ils ne sont toujours pas enseignés à l'école. Oui. C'est quand même déjà une première chose. C'est déjà une première chose. Il faudrait déjà que ces textes fassent partie. Certains mettent en avant la difficulté à aborder ces textes compliqués pour éviter qu'ils ne soient présents dans les programmes scolaires. Oui, c'est le fameux hermétisme de Césaire, de Glissant. Oui, ce sont des textes difficiles. Proust est difficile, Racine est difficile. Non, Racine moins. Mais ce sont des textes difficiles, ce sont des textes qui demandent du travail. Oui, bon, mais ce sont... Vous savez, moi j'enseigne depuis des années Glissant, j'ai enseigné Glissant aux États-Unis. Il y a des anglophones qui ne l'ont pas toujours compris peut-être, mais comme j'ai toujours... Il y a aussi des compréhensions intuitives des textes. En tout cas, oui. Qui continuent à l'étudier. Je me souviens quand j'ai invité Glissant à Bâton Rouge, quand j'étais un tout jeune professeur à Bâton Rouge, je l'ai invité à venir faire des conférences. Il est resté à Bâton Rouge. Je dois dire que bon, sa parole nous a éclairé sur son œuvre, mais il nous a dit aussi une phrase dont je me suis toujours souvenue, c'est qu'on a le droit d'être opaque et on est opaque même à soi-même. Donc une fois qu'on sait ça, après on peut travailler tranquillement l'œuvre de Glissant. Il faut simplement la travailler. Je dis que c'est une question de travail, de temps. Puis il y a des auteurs comme Marie Scondé, il y a des auteurs comme Simone Schwarzbart, il y a des tas d'auteurs qui sont vraiment... On va découvrir évidemment tous ces auteurs. Merci Prisca Desgras, merci à Françoise Vergès. Nous parlions des textes d'Aimé Césaire, nous allons découvrir à travers ce reportage l'homme qu'il était, et juste après, nous serons en compagnie de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication. Admis en Hippocagne en 1931 avec Léopold Sédar Senghor, futur président du Sénégal. Une rencontre décisive. Deux jeunes écrivains en herbe qui se cherchent, se découvrent nègres et fiers de l'être. Pour le dire, ils inventent une nouvelle expression, la négritude. La négritude, à mesure où elle pèse sur la conscience et essaye de forger à l'homme noir une condition nouvelle, a une influence très certaine sur l'histoire de tous les jours, sur l'histoire moderne de l'homme noir. La négritude préfigure plus de 20 ans avant les indépendances africaines et les droits civiques américains. Je vais demander en particulier quel est le commun dénominateur des Dahoméens et des Antillais
À partir de 1946, Césaire l'intellectuel est happé par la politique. D'abord communiste, puis dans le parti qu'il crée. Maire de Fort-de-France pendant 56 ans. Face à l'urgence de l'exode rural, il permet à tout un petit peuple de se construire un logement. Finalement, cette vie politique, cette vie même municipale, m'a apporté quelque chose de très important, c'est précisément la vie et le concret. Je ne suis pas devenu un songe creux, je ne suis pas devenu un intellectuel enfermé dans sa tour. Mais il continue d'écrire. En 1950, son discours sur le colonialisme. Puis une pièce de théâtre en 1963, La tragédie du roi Christophe, inspirée par la difficile accession à l'indépendance d'Haïti. Une nation n'est pas une création, mais un mûrissement, une lenteur, année par année. L'écrivain député peaufine aussi avec malice ses discours à la tribune de l'Assemblée. Tenez, monsieur le ministre, essayez de dire liberté, parité, fraternité. Chiche. Eh bien, c'est qu'il y a des mots ombrageux et qui ne supportent pas d'être amoindris par le voisinage d'une quelconque épithète. Et le mot égalité est de cela. Anticolonialiste, Césaire aurait pu mener son île sur la voie de l'indépendance. Mais il s'en est méfié, au nom de la paix et de la démocratie. Un inclassable dont on venait écouter les conseils parfois de loin, car les dernières années de sa vie, le vieux sage ne quittait plus son île. Frédéric Mitterrand, bonjour. Vous êtes ministre de la Culture et de la Communication. Merci de nous avoir rejoints. 24 heures de l'Outre-mer sur France O. Vous avez tenu à y participer. Je vous en remercie. Bonjour Ahmed, merci de m'avoir invité. Bien sûr que j'ai tenu à participer à cette formidable émission parce que l'Outre-mer est une des dimensions du ministère de la Culture et de la Communication. Et avec Marie-Luce Panchard, je suis heureux de pouvoir m'associer à tous les projets qui permettent de mettre en valeur le fantastique vivier de cultures différentes et très fertiles que représente l'Outre-mer. Depuis votre prise de fonction, vous avez souhaité placer l'Outre-mer au cœur de vos actions culturelles. Vous avez effectué un certain nombre de déplacements dans les départements d'Outre-mer. Il y avait un déficit, il y avait un manque de connaissance de cette culture, de cette richesse. Alors là, vous posez deux questions en fait, le déficit et le manque. Le déficit, ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose, mais que ça ne marchait peut-être plus aussi bien que cela devrait. Alors il y avait un déficit, effectivement. Je prends un exemple. Il y a par exemple à Fort-de-France un merveilleux musée, très bien dirigé, et qui manquait de moyens pour s'agrandir. Déficit. Alors là, on essaie de combler. On a inscrit ce musée au plan musée de manière à le faire se développer, à l'aider à se développer. Et puis un manque, c'est là où il n'y a rien. Alors, c'est l'exemple de Mayotte, où il n'y a pas de musée des expressions culturelles mahoraises. Et il n'y a pas non plus, d'ailleurs, la salle qui permettrait aux musiciens de s'exprimer. Donc là, il y a tout à construire. Donc on va faire le musée et on va faire la salle. Et je pense que dans chacun des lieux d'outre-mer où je me suis rendu, j'ai été confronté quand même ou à ce problème de déficit ou à ce problème de manque. L'organisation de cette année des Outre-mer, qui va se poursuivre, et surtout d'ailleurs sur France O pendant des années, a permis à nos concitoyens de l'Hexagone de découvrir l'innovation, la mémoire, la richesse de ces territoires français. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une meilleure connaissance de la part de tous nos concitoyens de ces parties de notre territoire ? Il y a une meilleure connaissance, et il va y avoir une meilleure connaissance, parce que France O, où nous sommes aujourd'hui, pourra être reçu dans tous les foyers français, ce qui n'était pas le cas avant. Et je pense que ça va contribuer fortement à inscrire la diversité et la fertilité des cultures ultramarines au cœur même de chacun des foyers de la métropole. Mais France O n'est pas évidemment le seul vecteur, surtout bon qu'il a une histoire. C'est pour ça que je viens d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Mais justement, est-ce que les autres médias, il y a eu un effort Bien sûr, je disais ça parce que je pense que c'est un vecteur important, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses. Et notamment, par exemple, je vous donne un exemple. À partir du 15 décembre, la Cinémathèque française va faire une grande rétrospective
de tous les cinémas en provenance du monde ultramarin. Bon, ça n'a jamais été fait. On assiste à une très grande montée en puissance de la littérature des Antilles et caribéennes en général, mais des Antilles en particulier. Ça n'était pas le cas avant. Aimé Césaire est devenu, à juste titre, un mythe national. Ce n'était pas le cas avant. Une exposition aussi bien réussie que celle sur Aimé Césaire, Wilfredo Lam et Picasso, où j'avais d'ailleurs eu le plaisir de vous rencontrer une première fois, eh bien, cette émission qui a eu un grand succès. Il y a des catalogues qui circulent. Autant de domaines où il y a maintenant des repères et des marques qui circulent, que l'on peut consulter et qui suscitent une curiosité grandissante. Comment vous vivez, lors de vos différents déplacements, ce décalage qui existe d'un point de vue social et économique, qui n'est pas votre domaine, je le sais, et celui culturel que vous représentez, que vous encouragez? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites en France? Dans le déchirement et dans l'espoir. Oui. Dans le déchirement, parce que je vois que les situations socio-économiques ne sont pas les mêmes, qu'elles sont souvent beaucoup plus difficiles, même si les conditions locales sont différentes aussi. Le climat n'est pas le même, la solidarité est beaucoup plus grande, les sociétés sont plus proches les unes des autres, mais quand même le déchirement. Et l'espoir parce que les terres ultramarines sont des terres de prodigieux dynamisme et de gaieté et de force et de jeunesse et de savoir. Et pas que la jeunesse, il y a le savoir aussi. Les personnes d'un certain âge sur les terres ultramarines dispensent leur savoir, leur expérience, peut-être plus aisément, ou peut-être que c'est parce qu'on les écoute mieux que sur le territoire de la métropole. Donc déchirement et espérance. Espérance quand on voit tout ce qui s'est passé cette année avec la présentation des cultures ultramarines en métropole, on ne peut avoir qu'un sentiment d'espérance. Et d'ailleurs, je rends hommage à Daniel Maximin qui a piloté tout ça d'une main de maître. On va revenir sur l'un de vos déplacements cette année, en avril 2011, quand vous êtes rendu à Mayotte et vous avez tenu à inscrire la mosquée de Tingoni au patrimoine national. Eh bien, je ne le regrette pas. Sur la voûte du principal lieu de culte de Tingoni, le ministre de la Culture est au cœur de la plus vieille mosquée de France en activité. Construite au XVIe siècle par le sultan Issa, ce monument conserve les vestiges du règne des sultans chiraziens. Mosquée royale à côté de laquelle reposent les précurseurs de l'islam à Mayotte, modifiée, agrandie puis quelque peu modernisée, ce lieu de culte fera l'objet bientôt de débats au sein de la commission régionale du patrimoine et des sites. Ainsi s'ouvre la porte du classement au patrimoine national, porte d'accès aux deniers publics pour sa rénovation et sa conservation, un bien pour un mal puisque ce classement ne sera pas sans conséquences sur le voisinage. Il y aura effectivement des contraintes architecturales qui seront sans doute posées avec le temps, qui seront définies aussi en lien avec les services spécialisés, mais il y aura derrière une politique de valorisation patrimoniale qui est bénéfique pour la mosquée, mais qui est bénéfique aussi pour les habitants du village. Voilà. Il ne faut pas interdire, en tout cas, il ne faut pas interdire les environs, les gens qui habitent dans les environs, de continuer à construire et à améliorer leur habitat, parce que ce n'est pas parce que l'État va prendre la responsabilité de cette mosquée pour l'entretenir qu'il va aussi interdire les autres qui sont dans les environs de continuer leur vie. Tingoni était jusqu'en 1790 la capitale politique de Mayotte. Sa mosquée est l'un des éléments phares qui lui restent pour son prestige. Avec elle, la ville espère entrer officiellement dans le patrimoine national. Vous avez encouragé la meilleure connaissance de ces cultures ultramarines. Vous suivez également les débats qui ont cours en France depuis quelques mois. La question de l'identité est très prégnante, la question de l'appartenance. En quoi toute cette diversité ultramarine peut contribuer à faire France aujourd'hui d'une autre manière? Alors, d'une part, il est essentiel que chacune des communautés ultramarines se sente bien dans l'ensemble de la République. Et pour cela, il est évident qu'il faut lui reconnaître tous les aspects culturels qui lui sont nécessaires pour vivre. Et donc chacune des communautés doit être reconnue à la fois dans son passé,
pour ça que j'insiste beaucoup sur les musées patrimoniaux, où vont les enfants des écoles, où on peut organiser des conférences, qui peuvent même susciter des films, des documentaires, dans son passé et dans son expression contemporaine. Et une des expressions contemporaines très fortes, c'est la musique. Le maloya à La Réunion, les tambours à la Guadeloupe. Là, on vient de voir Mayotte. J'ai rencontré un jeune musicien maoré absolument remarquable, avec qui j'aimerais bien arriver à construire précisément la salle polyvalente où on présenterait de la musique à Mayotte. Bon, alors ça, c'est une première chose. Alors ensuite, comment tout cela s'inscrit dans l'ensemble de la communauté nationale? Eh bien, ça s'inscrit dans l'ensemble de la communauté nationale d'une manière très simple, par l'enrichissement. Oui. C'est-à-dire que nous pouvons nous enrichir formidablement, nous, Parisiens, moi par exemple, de tout ce que nous apprenons de la part des territoires ultramarins. Et c'est pas de la langue de bois, c'est pas de la langue de bois. Par rapport aux crispations qu'on vit actuellement, ça pourrait l'être. Oui, mais enfin bon, il y a des crispations, il y en a tout le temps, toujours, dans tous les domaines. Je dis simplement aux professeurs des écoles, emmenez par exemple les enfants voir l'exposition qui nous entoure aujourd'hui, qui est l'exposition de Georges Renner, et puis expliquer aux enfants que c'était un métropolitain qui s'est retrouvé pendant 2 ans à la Guadeloupe, qui est tombé amoureux de la Guadeloupe, qui a dépeint et dessiner les habitants de la Guadeloupe. Est-ce que son regard d'artiste peintre pour le reste de sa vie ne s'est pas extraordinairement enrichi de cette expérience? Et est-ce que vous, qui regardez ces tableaux, ces dessins, est-ce que vous n'allez pas vous enrichir aussi énormément? Alors, des crispations, il y en aura toujours. Des gens qui auront le désir d'aller au-delà des crispations, il y en aura aussi encore plus. Simplement, il faut leur donner le matériau pour le faire. Il faut organiser des expositions comme celle-là. Il faut organiser ce que nous allons faire avec le ministère de la Culture et de la Communication dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire les journées du multilinguisme en Guyane, qui sont des instruments, en fait, que l'on donne au service de ceux qui, précisément, surmontent les crispations. Les territoires permettent... Je réponds trop longuement, mais parce que vous savez, ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Oui, mais je vous laisse répondre à votre guise, Frédéric Mitterrand. Les territoires d'outre-mer sont découverts par nos concitoyens de l'Hexagone à l'occasion de cette année des Outre-mer. Mais est-ce que... Ils les connaissaient un peu, mais ils les connaissaient sous une vision qui était quelquefois un peu réductrice. Folklorique? Réductrice. Pourquoi? Parce que je ne déteste pas le folklore. Vous savez, le folklore a une part de réalité aussi. Il faut pas... Le folklore, c'est souvent le dernier refuge d'une expression culturelle que les autres ne regardent pas. Donc il ne faut pas mépriser le folklore. Il ne faut pas mépriser la politique non plus, qui a un rôle central à jouer. Et est-ce que, selon vous, il y a des actes forts qui peuvent être faits pour valoriser des actes forts de la part du gouvernement actuel et de la part de la ministre de l'Outre-mer, il y en a eu beaucoup et il y en a constamment. La création de l'Agence des Outre-mer qui est prévue pour dans 2 ou 3 mois, c'est un acte fort. Le programme en 100 points qui avait été présenté par le président de la République et qui est en cours de réalisation, c'est un acte fort. Moi, je ne suis pas le ministre de tous les ministres, donc je suis ministre de la Culture et de la Communication. Oui. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire des actes, je ne sais pas si ce sont des actes forts, mais en tout cas des actes fortement repérables dans le cadre de mon domaine. La communication, justement, un de vos domaines de prédilection. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la manière de présenter dans les différents médias, la manière de refléter cette richesse, cette diversité, ces mémoires... Il y a 2 observations. D'abord, la première, c'est que dans les territoires d'outre-mer, il fallait préserver les expressions locales. L'arrivée de la TNT, c'est un gain formidable, mais en même temps, il ne fallait pas que ça étouffe les expressions locales. Donc on a trouvé un arrangement pour que les expressions locales, les radios, les télévisions locales puissent continuer à avoir le volant de trésorerie qui leur permettra de continuer de poursuivre leur travail. Et leur travail, c'est vraiment de donner aux citoyens sur place la marge pour s'exprimer par la musique, par le documentaire, par le talk show. Bon, ça, c'est une sans l'isoler, évidemment. Sans l'isoler. Ouais. La deuxième chose, je vais revenir à François quand même. La deuxième chose, c'est que la diffusion de François sur tout le territoire métropolitain et dans tous les foyers, c'est un plus fantastique. Mais il ne faudrait pas que ça devienne le prétexte.
C'est-à-dire que chaque fois qu'on a un projet qui se tourne par exemple à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie et qu'on le présente à France 2 ou voire même à des chaînes privées, il ne faudrait pas qu'à chaque fois la réponse ça soit « Ah bon, bah écoutez, il y a François, débrouillez-vous ». C'est un peu le phénomène qui est arrivé avec Arte pour un certain nombre de projets. Et donc il faut être vigilant à cet égard, même si le ministre n'a pas vocation non plus ou ne doit pas passer son temps. Il y a un certain nombre de réflexes à acquérir de la part. Il y a un certain nombre de réflexes à acquérir, d'intégrer le fait que la France est multiple, que nous sommes sur 3 océans. Oui, tout ça c'est un travail qui doit se faire en utilisant toutes les notes du piano. Et toutes les notes du piano, c'est des expositions comme celle-ci, les noires et les blanches, et celles qui... Et même les fausses notes. Voilà, il faut tout utiliser. Hein. Parce que les fausses notes, quelquefois, disent beaucoup de vérité aussi. Bon. Il faut tout utiliser, et une exposition comme celle-là, les films à la Cinémathèque, les 600 manifestations qui ont eu lieu cette année sur le territoire métropolitain et qui honoraient les cultures ultramarines, le souvenir d'Aimé Césaire, le souvenir d'Édouard Glissant, la littérature. Il faut tout utiliser de manière à ce que dans l'inconscient collectif et dans l'inconscient de tous les décideurs, eh bien, le monde ultramarin fasse bien partie de ce qu'il trouve au coin de la rue, en bas de chez lui. Merci Frédéric Mitterrand. On parlait de la contribution des ultramarins. Elle ne se limite pas évidemment au domaine culturel. Il y a aussi cette contribution à la libération, à la défense de la France. Et on va revoir le défilé du 14 juillet où les soldats ultramarins étaient en nombre. C'est bien. Merci Frédéric Mitterrand. Merci Ahmed. C'était l'un des instants les plus forts et les plus attendus de ce défilé. Le fameux haka exécuté par le 15 du Pacifique devant la tribune présidentielle. La sélection de rugby formée par les militaires originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Wallis et Futuna avait revêtu le traditionnel collier de coquillage et l'expression ad hoc. Le rituel est un peu moins impressionnant qu'à l'accoutumée, uniforme oblige, mais l'instant reste exceptionnel, bousculant le protocole habituel. Quelques instants auparavant, ce sont les hommes du 2e régiment d'infanterie de marine de la Réunion qui ont ouvert le bal, avec une formation représentant l'île Bourbon assortie d'un fumigène, symbole du piton de la fournaise. Un premier tableau suivi d'un hommage aux Antilles. 30 jeunes Guadeloupéens entonnent le chant des dissidents aux côtés de la soprano martiniquaise Odile Rino. Autre grande première de ce 14 juillet, l'ouverture du défilé par les jeunes du service militaire adapté. Le SMA n'avait descendu les champs qu'une seule fois en 2001 pour fêter ses 40 ans. Cette année, ses bénéficiaires ont donc pris la tête des troupes à pied. Au total, 280 stagiaires de 18 à 26 ans venus des 7 régiments d'outre-mer. Un hommage à ce dispositif créé il y a 50 ans. Et dans leur lignée, ce sont cette fois les militaires professionnels qui leur ont emboîté le pas. 487 soldats sur les 8300 hommes des forces de souveraineté déployés sur les 3 océans. Des unités dédiées à la protection du territoire, mais aussi à la lutte contre les trafics ou encore la piraterie dans l'océan Indien. Marie-Luce Panchard, bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans le cadre de ces 24 heures de l'outre-mer sur France O. Vous êtes ministre chargé de l'outre-mer. Bonjour. Vous êtes la bienvenue. Vous avez mis les pieds dans le plat tout de suite, dès le début de cette année des Outre-mer. Vous avez tout dit. On a parlé de culture il y a quelques instants.
Vous êtes dans le domaine politique. Vous avez dit les problèmes que rencontrent ces départements et territoires d'outre-mer. Vous avez dit les problèmes que rencontrent les ultramarins qui vivent dans l'Hexagone. Alors, est-ce que des choses ont changé depuis 11 mois maintenant? Est-ce que la perception a changé? Est-ce que les difficultés sont en cours de règlement? Il est certain que les difficultés sont là parce que nous sommes dans une période de crise. Simplement, nous avons entendu le mal-être des ultramarins lors de la crise de février 2009 et nous avons voulu les écouter et mettre en place des propositions qu'ils avaient formulées. C'est la raison pour laquelle le président a souhaité ce conseil interministériel de l'outre-mer. Les mesures ont été mises en place. Je crois que ce qui a changé, c'est qu'il y a une nouvelle vision de l'outre-mer, une vision qui vise effectivement à mettre les ultramarins au cœur de leur projet, à responsabiliser les ultramarins et peut-être de passer de cette époque un peu du paternalisme à une vision où l'outre-mer est responsable de son destin, donc responsable à la fois de son destin économique, mais son destin institutionnel. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne reste pas au sein de la République. Je crois qu'il y a eu beaucoup de mal